Le millionnaire, visitant son ex-femme enceinte après 5 ans, découvre une vérité à couper le souffle. Les retrouvailles des âmes sœurs. Le moteur du 4S4 blindé rugit une dernière fois avant de s'éteindre, laissant un silence dense interrompu seulement par le craquement du métal, refroidissant sous le soleil implacable d'Orcival, en Auvergne. Henri Dubois ne descendit pas immédiatement. Il resta au volant, les phalanges blanches serrant le cuir noir, observant à travers le pare-brise la poussière qu'il avait lui-même soulevée en entrant à grande vitesse sur le chemin de terre. Sur le siège passager, une enveloppe sépia contenait le destin de milliers d'hectares et la fermeture définitive d'un passé qui refusait de mourir. « 5 ans, Juliette », murmura-t-il pour lui-même, la voix brisée par une rancœur que l'argent n'avait pu anesthésier. « 5 ans pour te retrouver dans ce trou perdu. » Henri descendit du véhicule. La chaleur lui frappa le visage comme une gifle. Il portait une chemise de lin blanc impeccable qui contrastait avec l'humilité de l'environnement, des sillons de maïs vert qui se perdaient à l'horizon et une maison en pierre qui semblait tenir debout par la seule volonté de Dieu. Il n'avait pas fait 10 pas quand il la vit. Juliette était de dos, penchée sur un panier en osier près des plus hautes tiges de maïs. Elle portait une robe simple en coton vert avec des broderies rouges au col qu'Henri reconnut immédiatement. C'était le même type d'artisanat qu'elle aimait tant lorsqu'il vivait dans l'opulence de Lyon. Mais quelque chose dans sa posture était différent. Elle était plus lente, plus lourde. Quand elle entendit les pas sur la terre sèche, elle se redressa avec effort. En se retournant, le monde d'Henri Dubois s'arrêta net. Ses yeux s'ouvrirent avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Juliette n'était pas seulement là devant lui, après une demi-décennie de silence absolu. Juliette était enceinte, et ce n'était pas un début de grossesse. Son ventre, proéminent et ferme sous son tablier en tissu clair, criait que le temps s'épuisait. Elle était au moins au 8e mois. Henri, sa voix sortit petite, mais chargée d'une dignité qui le frappa de plein fouet. « Qu'est-ce que c'est, Juliette ?» Henri ne salua pas. Il n'y eut pas de préambule. Son regard descendit sur son ventre avec une fureur froide. Tandis que son esprit revoyait les nuits de larmes à Lyon, les médecins qui lui avaient assuré qu'il ne serait jamais père, la solitude qui l'avait poussé à signer un divorce qui lui avait arraché l'âme. C'est pour ça que tu es parti, pour te vautrer dans la boue avec le premier venu pendant que je m'enfonçais dans le travail. Juliette sentit une douleur lancinante dans le ventre. Le bébé bougea avec force, comme s'il sentait l'hostilité de cet homme qui fut autrefois le centre de son univers. Elle porta une main à son bas du dos, cherchant l'équilibre, et soutint le regard d'Henri. Ses yeux noisettes, autrefois pleins de rire, étaient maintenant des puits de fatigue millénaire. « Tu n'as pas le droit de venir ici m'insulter, Henri Dubois. Cet endroit est sacré. Ma famille est sacrée. » Juliette respira profondément, l'air chaud lui brûlant les poumons. « Pourquoi es-tu venu ? Ne t'a-t-il pas suffi de m'envoyer les papiers du divorce par un chauffeur ? Je suis venu pour ta signature, » cracha-t-il, sortant l'enveloppe du véhicule d'un mouvement violent. « Fabien dit qu'il manque les titres de propriété de la côte, mais je vois que tu as été très occupé à cultiver d'autres choses. » Henri s'approcha, envahissant son espace personnel. Son parfum cher se heurta à l'odeur de terre mouillée et de maïs d'elle. C'était un contraste violent entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se séparer. Il voulait la haïr. Il avait besoin de la haïr car en la voyant ainsi, si belle malgré la fatigue, si maternelle malgré la pauvreté, il sentit que le vide dans sa poitrine devenait plus grand. « De qui est-il » demanda-t-il. Sa voix était un fil d'acier. « D'un ouvrier agricole du coin ou d'un de tes amis de la capitale ?»« N'ose pas » répondit Juliette. Sa voix tremblante non pas de peur, mais d'une rage contenue pendant des années. « Tu ne sais rien. Tu as décidé de croire les papiers des médecins plutôt que moi. Tu as décidé que ton orgueil masculin blessé valait plus que notre promesse devant la Sainte Vierge. Les médecins ont dit que c'était impossible, » cria Henri, perdant son sang-froid. « Ils m'ont dit stérile, Juliette, et maintenant tu apparais ici sur le point d'accoucher, après que tu m'aies laissé comme un chien. Que veux-tu que je pense ? Que c'est un miracle ?» Juliette laissa échapper un rire amer, qui transperça Henri jusqu'aux os. Elle posa le panier par terre et fit un pas vers lui, ignorant la douleur lancinante de ses chevilles enflées. « Ce que tu penses ne m'importe plus, Henri. Pour toi, le monde se divise en ce que tu peux acheter et ce que tu peux exiger. Mais ici, à la campagne, les choses naissent par amour ou par nécessité. Mon enfant n'a rien à voir avec toi, ni avec ton argent, ni avec ton nom, ni avec ta misère émotionnelle. Signe ce que tu as à signer et sors de ma vue. Vite, le soleil est déjà en train de se coucher et je ne veux pas de ton ombre sur ma maison. » Henri sentit le sang lui bouillir. Il était habitué à ce que ministres, ingénieurs et investisseurs baissent la tête devant lui. Mais Juliette, la femme qu'il avait aimée plus que sa propre vie, le traitait comme un étranger gênant. Il fixa ses mains. Elles étaient rêches, marquées par un travail rude. Ses ongles,
n'avait plus le brillant des salons de Neuilly-sur-Seine, et pourtant, elle irradiait une force qui le faisait se sentir petit. « Je ne vais pas partir comme ça », dit Henri adoucissant sa voix, mais maintenant la menace. « Si cet enfant est la preuve de ta trahison, je veux le savoir. Je veux voir le visage de l'homme qui t'a convaincu de tout quitter. Le seul qui m'a convaincu de tout quitter, c'est toi, Henri, le jour où tu m'as demandé de partir parce que tu ne pouvais plus me regarder sans te sentir moins homme, répondit-elle, une larme rebelle roulant sur sa joue, qu'elle essuya rapidement du revers de la main. Maintenant, va-t'en. Ma grand-mère est malade et n'a pas besoin de tes drames de millionnaire. Henri regarda vers la petite maison en pierre. Il vit une ombre bouger derrière le vieux rideau en dentelle. Quelque chose dans sa poitrine se serra. Ce n'était pas seulement la grossesse. Il y avait un secret vibrant dans l'air, quelque chose que Juliette cachait des ongles et des dents. Juste au moment où il allait répondre, un cri aigu sortit de l'intérieur de la demeure, brisant la tension de la rencontre. « Juliette, l'homme des engrais est-il déjà là ou pourquoi tant de brouhaha? Dis-lui que nous ne sommes pas là et que le chien a faim. » Henri fronça les sourcils. Cette voix n'était pas celle de la grand-mère. Elle était plus stridente, plus particulière. Juliette ferma les yeux, demandant patience au ciel. Le moment de confrontation dramatique avait été interrompu par la réalité quotidienne de sa nouvelle vie. « C'est ma tante Léonie », dit Juliette en soupirant. « Et si tu ne pars pas maintenant, elle sortira avec le fusil de chasse ou quelque chose de pire, ses conseils. » Henri ne bougea pas. Il resta là, debout au milieu de la poussière d'Auvergne, regardant le ventre de la femme qui était légalement encore son épouse, sentant que la vérité était là, sous ses yeux, mais qu'il était trop aveuglé par l'orgueil pour la comprendre. Le destin lui avait joué un tour cruel, et le jeu ne faisait que commencer. Proverbes et menaces. Henri n'eut pas le temps de décider s'il restait ou partait. La porte en bois de la maison en pierre s'ouvrit brusquement, grinçant sur ses gonds rouillés. De la pénombre émergea une femme menue d'environ 65 ans, les cheveux attachés en un chignon si serré qu'il semblait lui étirer les idées. Elle portait un tablier à carreaux et, à la surprise d'Henri, ne tenait pas de fusil, mais une serpillière mouillée qui goûtait sur la terre sèche. « Mais dites donc, quel culot !» s'exclama tante Léonie, fixant ses yeux de faucon sur le costume d'Henri, puis sur son luxueux 4x4. « Et c'est qui celui-là, Juliette? C'est celui de l'hypothèque ou un autre de ces politiciens qui viennent promettre des ponts là où il n'y a même pas de rivière? Parce que je te l'ai déjà dit, ma fille, l'habit ne fait pas le moine, et l'argent ne remplace pas la sagesse. » Henri cligna des yeux, confus. Le proverbe n'avait aucun sens pour lui, mais la femme l'avait lancé avec une assurance écrasante. « Tante, s'il te plaît », tenta d'intervenir Juliette en se frottant les tempes. « C'est une connaissance de Lyon, il est juste venu apporter des papiers. » Connaissance? Léonie s'approcha d'Henri en humant l'air. Ça sent le parfum de ceux qui coûtent un bras et la moitié de l'autre. Celui-là a l'air d'être celui qui t'a laissé avec le ventre et le cœur brisé. Tant pis, jeune homme. Ici, nous ne voulons pas de gens qui viennent voir la tempête sans se prosterner. Et si vous retourniez d'où vous êtes venu avant que je ne vous donne un bain d'humilité avec cette serpillière? Henri, qui dirigeait habituellement les conseils d'administration d'une main de fer, se retrouva à reculer d'un pas devant la petite femme. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est une affaire privée entre Juliette et moi, » dit Henri, retrouvant son ton d'autorité. « Je suis Henri Dubois. » Ah, le fameux Henri. Léonie laissa échapper un rire qui sonna comme une vieille crécelle. « Regardez-moi le mâle alpha de la ville. Eh bien, sachez, monsieur Dubois des quartiers chics, que la sagesse ne se trouve pas au volant d'une voiture de luxe. Ici, Juliette n'a pas besoin de vos papiers, ni de votre argent, ni de vos caprices. Elle a sa famille et cet enfant qui arrive a plus de dignité dans un doigt que vous, dans toute votre entreprise de construction. » Henri regarda Juliette. Elle évitait son regard, concentrée sur une tache de poussière sur ses chaussures. Le commentaire de la tante sur le bébé ralluma l'étincelle du doute chez l'homme d'affaires. « La dignité ne paie pas l'hypothèque de cette terre, madame », lança Henri avec sarcasme, désignant l'état précaire de la propriété. « J'ai vu les registres, cet endroit doit même l'air que vous respirez. Juliette, si vous signez ces documents, je peux prendre en charge les dettes de votre grand-mère. C'est un marché équitable. » Juliette leva la tête. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient. « Je ne veux pas de ta charité, Henri. Je préfère perdre la terre que perdre ma paix. Ma grand-mère, Madame Thérèse, se repose, et je te demande de baisser la voix. Si tu es venu m'acheter comme si j'étais l'un de tes appels d'offres, tu as fait le voyage pour rien. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice, » insista Henri, faisant un pas vers elle. « Tu es enceinte, Juliette. Ici, tu n'as même pas un hôpital décent. La clinique publique d'ici est débordée. Que vas-tu faire s'il y a une complication? Vas-tu laisser ton enfant naître au milieu des champs juste pour ton orgueil? Qui trop embrasse mal étreint, monsieur le crâneur, interrompit tante Léonie, s'interposant entre eux,
la serpillière levée. « Ne vous inquiétez pas pour l'enfant, monsieur le riche. Ce petit arrive avec la bénédiction de la Sainte Vierge et la main de Madame Thérèse, qui a mis au monde la moitié du village. Préoccupez-vous plutôt de votre âme, car celle-là, elle est bien hypothéquée avec le diable. » À ce moment, le téléphone d'Henri commença à vibrer dans sa poche. C'était Fabien, son associé et meilleur ami. Henri répondit par pur réflexe, voulant échapper au regard inquisiteur de Léonie. « Qu'y a-t-il, Fabien ?» dit Henri en s'éloignant de quelques mètres. « Henri, as-tu déjà la signature ?» La voix de Fabien semblait anxieuse, presque désespérée. « Les investisseurs japonais font pression. Nous devons clôturer cet audit des vieilles propriétés aujourd'hui même. Ne te laisse pas distraire par les sentiments, mon ami. Cette femme t'a trahi il y a 5 ans. Souviens-toi de l'examen médical. Ne la laisse pas te manipuler avec des larmes de crocodile. » Henri regarda Juliette de loin. Elle était assise sur une chaise en bois devant la maison, buvant un peu d'eau que tante Léonie lui avait apportée. Elle semblait si fragile, et en même temps, si inaccessible. « Je m'en occupe, Fabien, » répondit Henri à voix basse. « Mais il y a des complications. Juliette est enceinte. » Il y eut un silence sépulcral à l'autre bout de la ligne. Henri put entendre la respiration agitée de Fabien. « Enceinte ?» Fabien laissa échapper un rire forcé. « Eh bien, tu as la preuve finale. Ce n'est pas n'importe qui. Je te l'ai dit il y a des années. Signe ça et va-t'en de là. Tu n'as rien à faire dans ce ranch poussiéreux. » Henri raccrocha sans dire au revoir. Les mots de Fabien, qui avait toujours été son guide, lui semblaient aujourd'hui vides, presque suspects. Il revint vers les femmes. Juliette se leva avec difficulté, se tenant le ventre. Un geste de douleur traversa son visage et Henri, sans réfléchir, tendit la main pour la soutenir par le bras. « Ne me touche pas », murmura-t-elle, bien qu'elle n'eût pas la force de se dégager immédiatement. Le contact électrique de sa peau rappela à Henri les années de bonheur, les promesses de vieillir ensemble, l'odeur de ses cheveux le matin. « Tu as mauvaise mine, Juliette. Tu es pâle ?» dit-il, ignorant son rejet. « Allons en ville. Je vais te conduire dans un hôpital privé à Clermont-Ferrand pour qu'il t'examine bien. »« Que Dieu nous en garde !» s'exclama Léonie. « Pour qu'il la remplisse de médicaments et lui fasse payer jusqu'à l'air qu'elle respire. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Juliette reste ici. » Soudain, une vieille voiture déglinguée apparut sur le chemin, soulevant un nuage de poussière encore plus grand que celui d'Henri. C'était le médecin du village, un jeune homme à l'air renfrogné. Il descendit de la voiture avec une mallette usée. « Juliette, le gars de l'épicerie m'a dit qu'il t'avait vu fatiguée, » dit le médecin, ignorant Henri. « Entrons, je dois vérifier ta tension artérielle. Tu es dans la dernière ligne droite et nous ne pouvons pas jouer avec la prééclampsie. » Henri sentit un froid glacial parcourir son dos. Dernière ligne droite, prééclampsie. Des mots qui ne correspondaient pas à son monde de béton et d'acier. « Je suis son mari, » dit Henri, faisant un pas en avant avec l'arrogance que lui donnait son portefeuille. « Je veux savoir ce qui se passe. » Juliette s'arrêta sur le seuil de la porte. Elle se tourna lentement avec un regard qu'Henri n'oublierait jamais. « Tu étais mon mari, Henri. Aujourd'hui, tu n'es que l'homme qui vient me prendre le peu qui me reste. Entre, docteur. Tante Léonie, s'il te plaît, donne un peu d'eau à monsieur Dubois pour qu'il se rafraîchisse, et ensuite montre-lui le chemin de la sortie. Comme on dit, qui trop embrasse mal étreint, et toi tu as perdu ton droit d'embrasser ma main il y a bien longtemps. » Juliette entra dans la maison et ferma la porte. Henri resta dehors sous le soleil brûlant, les papiers du divorce à la main, et un doute qui commençait à lui ronger le jugement. Pourquoi sentait-il que cet enfant, ce bébé qu'il méprisait tant, l'appelait depuis le ventre de sa mère? « Allons, jeune homme !» lui cria Léonie depuis la fenêtre en agitant la serpillière. « Ne restez pas là comme une statue de sel. Celui qui est né pour un petit rôle restera un petit rôle. Mais vous n'avez pas l'air d'un petit rôle, plutôt d'un homme qui a besoin d'un miracle pour récupérer ce qu'il a jeté à la poubelle. » Henri serra les dents. Il n'allait pas partir, pas avant de découvrir la vérité que Juliette cachait derrière ses murs en pierre. Car si cet enfant n'était pas le sien, pourquoi sentait-il que son propre sang brûlait chaque fois que Juliette se touchait le ventre? Le fantôme du passé. Le soleil se cacha derrière les collines d'Orcival, teignant le ciel d'un violet contusionné, qui semblait refléter exactement l'état d'esprit d'Henri Dubois. Dans son 4x4 blindé, l'air conditionné luttait contre la chaleur moite de l'après-midi auvergnat, mais l'étouffement réel venait de sa propre poitrine. Il n'était pas parti. Il était stationné depuis plus de 4 heures à quelques mètres du mur de pierre qui délimitait la propriété de Juliette. De là, avec la vitre légèrement baissée pour entendre les grillons et le craquement du maïs bercé par le vent, il observait la maison en pierre éclairée par des ampoules jaunâtres de faible intensité. Pourquoi ne démarrait-il pas le moteur? Pourquoi ne retournait-il pas à son hôtel 5 étoiles à Clermont-Ferrand? N'appelait-il pas ses avocats? Et n'exigeait-il pas l'expulsion légale? La réponse était un nœud dans la gorge qui l'empêchait d'avaler. Il avait vu Juliette et l'impact de son ventre rond, plein de vie. Il avait brisé la carapace de glace qu'il s'était imposée pendant un lustre.
Dans l'esprit d'Henri, la mémoire le torturait. Il se rappela la froide clinique de Neuilly-sur-Seine, les lumières blanches stérilisées, le visage inexpressif du spécialiste en fertilité, lui remettant les résultats de laboratoire il y a 5 ans. Oligospermie sévère, Monsieur Dubois, il est pratiquement impossible que vous conceviez naturellement. Ces mots avaient été une sentence de mort pour sa masculinité, une fissure dans son orgueil parfait. Puis vint la manipulation subtile de Fabien, son associé. Mon ami, Juliette est jeune, elle veut des enfants. Si tu ne lui en donnes pas, elle te quittera pour un autre. Sois un homme et laisse-la partir avant qu'elle ne t'humilie publiquement. Et lui, aveuglé par la douleur et la honte, avait transformé la tristesse en colère, la chassant de sa vie, convaincu qu'il la libérait, alors qu'en réalité il la détruisait. La porte de la maison grinça, le tirant brusquement de ses pensées. Une silhouette courbée, mais ferme sortit sur le porche en terre battue, marchant lentement à l'aide d'une canne en bois sculpté. C'était Madame Thérèse, la grand-mère de Juliette. La femme portait un châle gris sur les épaules et tenait dans une main une petite tasse en terre cuite fumante. À la surprise d'Henri, elle ne resta pas sur le porche. Elle marcha d'un pas lent, mais décidé jusqu'au 4S4 noir. Henri descendit du véhicule immédiatement, presque par instinct de respect. L'odeur de café chaud, sucré et cannelé inonda l'air frais de la nuit. L'orgueil est un manteau trop lourd pour cette chaleur d'Auvergne, jeune homme, dit Madame Thérèse d'une voix rauque, mais chargée d'une douceur ancienne. Elle lui tendit la tasse. Prends-le. D'ici, j'entends tes tripes rugir. L'argent n'enlève pas la faim de l'âme. Bonsoir, Madame Thérèse, répondit Henri en acceptant le café. La chaleur de la terre cuite lui brûla un peu le bout des doigts, mais il apprécia la sensation. Je ne voulais pas vous déranger. J'attends juste que Juliette se raisonne avec les documents. La vieille femme laissa échapper un petit rire doux qui se transforma en une toux sèche. Elle ajusta son châle, le regardant avec des yeux sages et embués par les cataractes. « Ah, Henri, tu es toujours le même entêté qui est venu me demander la main de ma petite fille il y a 10 ans. Tu crois que tout s'arrange avec des papiers et des signatures? Mais la vie n'est pas une entreprise. Juliette n'a pas besoin que tu la sauves d'une dette quelconque. Elle a besoin que tu arrêtes de la blesser. Cette jeune fille a le cœur plein de cicatrices que tu lui as laissées. Et pourtant elle se lève tous les jours à l'aube pour travailler la terre avec ce ventre. Madame Thérèse, vous savez pourquoi nous nous sommes séparés. » Henri serra la tasse, ressentant le besoin de se justifier. Je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle voulait le plus et maintenant je la vois sur le point d'avoir un enfant d'un autre homme. Savez-vous ce que ça fait ici? Il se frappa la poitrine, sa voix se brisant pour la première fois depuis des années. C'est la preuve qu'elle a refait sa vie immédiatement, que ça ne lui a pas coûté de m'oublier. Madame Thérèse le regarda en silence pendant de longues secondes. Ses yeux semblèrent lui transpercer l'âme, cherchant un peu de la bonté qu'elle avait autrefois vue en lui. Qui cherche dans l'obscurité finit par trouver ses propres démons, murmura la vieille femme. Tu ne lui as jamais rien demandé, tu as seulement jugé. Demain matin, Juliette doit aller à la clinique publique pour un examen. Si tu t'inquiètes vraiment un tant soit peu de ce qui lui arrive, arrête de te comporter comme le maître du monde et accompagne-la comme un vrai homme. Les réponses que tu cherches ne sont pas dans ces papiers que tu apportes, Henri, elles sont en elle. Sans rien dire de plus, Madame Thérèse fit demi-tour et commença à retourner à la maison. Henri resta debout dans l'obscurité, buvant le café amer et doux à la fois, sentant qu'un abîme s'ouvrait sous ses pieds chers. Le lendemain matin, le chant des coqs annonça le début de la journée bien avant que le soleil ne se lève complètement. Henri avait dormi par intermittence sur le siège inclinable du 4X4. Le corps engourdi, il sortit pour s'étirer les jambes. Au loin, il vit Juliette. Elle était près des enclos, portant un seau de nourriture pour les poules. Malgré l'avis médical de repos relatif, la nécessité ne connaissait pas de prescription. Henri s'approcha en silence. Il remarqua que son visage était couvert d'une fine couche de sueur et sa respiration était lourde, agitée. En essayant de soulever le seau au-dessus de la clôture en bois, Juliette fit un faux pas. Le poids la déséquilibra vers l'arrière. Sa cheville se tordit et elle laissa échapper un gémissement aigu en perdant l'équilibre. « Juliette !» cria Henri, courant à une vitesse qu'il ne se savait plus posséder. Il arriva juste à temps pour la rattraper avant qu'elle ne tombe à la renverse sur la terre meuble. Ses bras forts entourèrent ses épaules et sa taille, soutenant son poids et celui du bébé contre sa propre poitrine. L'impact physique fut comme un court-circuit. Pendant une seconde éternelle, ils restèrent paralysés. La joue de Juliette effleura le cou d'Henri. L'odeur de savon de lavande et de terre d'aile inonda les sens de l'homme d'affaires. Un flashback le frappa violemment. Ils étaient dans leur ancien appartement à Lyon, dans la cuisine. Elle portait une de ses chemises, riant aux éclats pendant qu'elle brûlait des crêpes. Il l'avait serrée par derrière de la même manière, lui embrassant le cou, lui murmurant à l'oreille comment ils allaient remplir cette immense maison de 3 ou 4 enfants courant partout. Le souvenir était si net, si douloureusement parfait,
qu'Henri eut les yeux humides. Juliette, respirant difficilement, ouvrit les yeux et rencontra le regard d'Henri à quelques centimètres du sien. Il y eut un instant où l'hostilité disparut, laissant apparaître 5 ans de désir refoulé. Elle sembla fondre dans ses bras pendant une fraction de seconde, se souvenant de la sécurité que cet homme lui procurait, mais la réalité revint comme un coup de fouet. « Lâche-moi » dit Juliette, le repoussant faiblement par la poitrine. « Je peux le faire seul. Tu es têtu. Tu es presque tombé » grommela Henri, l'aidant à se stabiliser, mais sans la relâcher complètement. « Qu'essayes-tu de prouver en faisant ce travail dans ton état? Tu veux le perdre ?» Le visage de Juliette se durcit instantanément et ses yeux s'illuminèrent d'une fureur maternelle féroce. « Ne parle pas de ce que tu ne sais pas » lui lança-t-elle en se dégageant brusquement. « Ne me redis plus que je vais le perdre. J'ai déjà assez perdu par ta faute. » Le téléphone dans la poche du pantalon d'Henri commença à sonner avec insistance, brisant la tension du moment. C'était Fabien. La sonnerie exclusive de son associé semblait maintenant une intrusion vulgaire. Henri sortit l'appareil, vit le nom sur l'écran, et Juliette en profita pour s'éloigner, ramassant le seau tombé. « Oui » répondit Henri, s'éloignant de quelques pas et passant sa main dans ses cheveux ébouriffés. « Henri, que diable fais-tu encore en Auvergne ?» La voix de Fabien n'était pas celle de l'associé amical habituel. Il y avait un ton de paranoïa et de désespoir évident dans sa voix. « J'ai vérifié le GPS du 4x4. Tu as passé la nuit là-bas? Cette femme a-t-elle signé ou es-tu en train de la supplier? » Baisse le ton, Fabien. Les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. La grand-mère est malade. Juliette est fragile. Je ne peux pas arriver et l'obliger à signer de force. J'ai besoin de temps. Nous n'avons pas le temps, explosa Fabien à l'autre bout de la ligne, presque en criant. Les Japonais menacent de retirer les fonds si nous ne prouvons pas 100% du patrimoine pour demain. Henri, écoute-moi bien. Ne te laisse pas embobiner par ces mensonges. Cette garce t'a trompé une fois, et elle le refera. Prends les papiers, fais-la signer, et va-t'en de là. Mieux encore, je prends un hélicoptère privé pour là. Bah, j'arrive à midi. Je vais moi-même arranger ce désastre que ta faiblesse est en train de causer. L'appel fut brusquement interrompu. Henri raccrocha, les sourcils froncés. Fabien ne s'était jamais impliqué personnellement dans une procédure de divorce et de biens. Il y avait quelque chose de viscéral dans l'insistance de son associé, une nervosité qui ne correspondait pas au profil d'un avocat d'affaires froid et calculateur. Henri regarda vers la maison, voyant Juliette se laver les mains à la fontaine du patio. Le puzzle était incomplet, mais Henri Dubois n'était pas devenu millionnaire en étant naïf. Il commençait à sentir la trahison, et elle ne venait pas précisément de son ex-femme. Envie de minuit, et l'hôpital public. La salle d'attente de la clinique numéro 4 de l'hôpital public, au centre de Clermont-Ferrand, était un bouillonnement d'humanité. La chaleur humaine mêlée à l'odeur de désinfectant de pain et d'alcool créait une atmosphère dense. Des dizaines de personnes attendaient sur des chaises en plastique dur, la résignation peinte sur les visages. Et au milieu de ce chaos quotidien français, se trouvait Henri Dubois, vêtu de chaussures de créateur qui foulait le linoléum décoloré avec un inconfort évident. À ses côtés, Juliette s'éventait avec une brochure de planification familiale, l'air pâle mais serein, et à côté d'elle, debout comme un soldat montant la garde devant le comptoir principal, tante Léonie était le spectacle du matin. « Écoutez, mademoiselle, voyons si vous me comprenez », disait Léonie en frappant la vitre de la réception de son index. « Nous ne sommes pas venus mendier. Nous sommes venus pour que ma nièce, qui a un ventre sur le point d'exploser, soit prise en charge. Nous sommes assis ici depuis 3 heures, et à force d'attendre, on désespère. Et si Juliette accouche sur une de ces chaises en plastique, je ferai un scandale tel que même le feuilleton devint, et un n'y croira pas. » L'infirmière derrière la vitre ne leva même pas les yeux de l'écran de son ordinateur de 2005. Elle mâchait du chewing-gum avec lenteur. « Madame, je vous ai déjà dit que le docteur est en chirurgie. Il y a du retard. Vous devez attendre votre tour. Ici, tout le monde est grave. »« Ah, mais quelle femme !» Léonie se tourna vers la salle d'attente, cherchant des alliés. Elle a moins de sang dans les veines qu'un vampire au régime. On dit bien que qui sème le vent récolte la tempête, mais ici on élève des bureaucrates et ils nous prennent la patience. Henri n'en put plus. Son instinct résolutoire d'homme d'affaires prit le dessus, il se leva d'un bond, ajusta sa veste et marcha vers la vitre, sortant un épais portefeuille en cuir de sa poche intérieure. « Excusez-moi, mademoiselle », interrompit Henri d'une voix grave et autoritaire. « Ma femme », le mot lui brûla la langue, mais sortit naturellement, « est en grossesse à risque. Elle ne peut pas rester dans ces conditions de stress. Dites-moi, combien coûte le fait de passer immédiatement? À qui dois-je parler? Au directeur de la clinique? Je suis prête à faire un don substantiel à cet endroit, dès maintenant, si elle est prise en charge par le spécialiste dans les 5 prochaines minutes. » L'infirmière cessa de mâcher son chewing-gum et le regarda de haut en bas,
clignant des yeux derrière ses épaisses lunettes. Léonie laissa échapper un rire strident, donnant un coup de coude à Henri dans les côtes, ce qui faillit le couper le souffle. « Oh, monsieur le crâneur !» se moqua Léonie. « Le poisson meurt par la bouche et vous glissez par le portefeuille. Ici, vous n'êtes pas dans vos bureaux de verre. Ici, un billet de 500 € ne sert qu'à acheter des gâteaux à l'extérieur. Henri, pour l'amour de Dieu, range ça. » La voix de Juliette coupa l'air, ferme mais fatiguée. Elle s'était levée avec difficulté, s'appuyant sur le dossier de la chaise. « Ici, nous sommes tous égaux. Tu ne vas pas venir humilier les gens qui attendent depuis l'aube juste parce que tu n'as pas de patience. Range ton argent et assieds-toi ou attends-moi dans la voiture. Je t'ai déjà dit que tu n'avais pas à nous amener. » Henri la regarda, désarmé. Il voulait la protéger. Il voulait résoudre le problème comme il résolvait tout dans sa vie, à coups de billets. Mais devant la dignité inébranlable de Juliette, son argent semblait inutile, vulgaire. Il ferma le portefeuille et le rangea, ravalant son orgueil devant une salle entière de personnes qui le regardaient avec un mélange de méfiance et d'amusement. Juste à ce moment, la porte du cabinet 3 s'ouvrit et un médecin en blouse blanche passa la tête. « Juliette Martin, entrez, s'il vous plaît. » Le soulagement traversa le visage de Juliette. Léonie courut l'aider à marcher pendant qu'Henri restait en retrait, se sentant comme un intrus dans la vie de la femme qu'il aimait. Il la suivit en silence et resta debout dans le couloir, près de la porte entr'ouverte du cabinet, pendant que Léonie attendait dehors, assise sur un banc, sortant un chapelet en bois de son sac. À l'intérieur, Henri entendit le son de l'échographe. Le swish-swish rythmique du cœur du bébé inonda la petite pièce et le son s'infiltra par la fente de la porte jusqu'aux oreilles d'Henri. C'était un battement fort, galopant, plein de vie. Henri ferma les yeux et s'appuya contre le mur froid du couloir, sentant un nœud dans la gorge. Ce son était tout ce qu'il avait rêvé d'avoir, et que le destin lui avait refusé. « Tout semble parfait, Juliette », entendit-il dire le docteur, sa voix amortie mais claire. « Le liquide amniotique est à de bons niveaux, et le poids du bébé est optimal. Cependant, compte tenu de votre historique clinique et de la légère prééclampsie que vous présentez, le risque d'un accouchement prématuré est élevé. Vous devez rester en repos absolu. » « Je sais, docteur. Je promets de prendre mieux soin de moi, » répondit Juliette. Sa voix semblait pleine d'amour et de soulagement. Henri rapprocha un peu plus son visage de la fente de la porte, incapable de résister à la curiosité. Il voulait voir l'écran. Il voulait voir cet enfant qui lui coupait le souffle, même s'il n'était pas le sien. Alors le docteur baissa la voix, adoptant un ton plus confidentiel qui glaça le sang d'Henri dans ses veines. « Juliette, je veux être honnête avec vous, » dit le médecin en consultant un épais dossier. Le miracle n'est pas seulement que le bébé soit en si bonne santé, mais qu'il soit arrivé jusqu'ici. Lorsque vous avez apporté votre dossier de Lyon l'année dernière, j'ai franchement hésité à réaliser un transfert d'embryons de sauvetage en utilisant des embryons congelés qui étaient à quelques jours d'être détruits par la clinique après un divorce et de le faire dans un corps soumis à tant de stress émotionnel. Vous êtes une femme très courageuse. Ces procédures de fécondation in vitro n'ont pas toujours une fin heureuse. Il y eut un silence pesant à l'intérieur du cabinet. Dehors dans le couloir, le monde d'Henri Dubois s'effondra, se fragmenta et se reconstruisit en quelques secondes. « Je devais le faire, docteur. » La voix de Juliette se brisa, révélant une douleur profonde et intime. C'était la seule chose qui me restait de lui. La seule chose réelle avant que les mensonges ne détruisent mon mariage. Ça m'a coûté tout l'argent de la vente de mes affaires. J'ai dû falsifier sa signature à la clinique pour qu'il ne jette pas l'échantillon biologique. Mais je n'allais pas laisser jeter mon enfant à la poubelle. Il est à moi et il est à lui, même s'il ne le saura jamais. Henri cessa de respirer. Ses mains commencèrent à trembler de manière incontrôlable. Embryon congelé, transfert de sauvetage, falsifier sa signature. Les mots du médecin et la confession de Juliette résonnaient dans sa tête comme des cloches d'église à minuit. Le bébé était le sien. Il n'y avait pas d'ouvrier agricole, pas d'amant en ville. Juliette ne l'avait jamais trahi. Elle avait récupéré les embryons fécondés à la clinique privée des années auparavant, avant que Fabien n'intervienne dans le divorce et n'ordonne la destruction du matériel biologique. Elle portait en son sein l'enfant que la science avait dit à Henri qu'il n'aurait jamais. Henri recula, étourdi par l'ampleur de la révélation. La culpabilité le frappa avec la force d'un train de marchandises. Il l'avait humilié, il l'avait accusé d'infidélité, il l'avait abandonné à son sort dans la pauvreté, alors qu'elle luttait pour protéger son enfant biologique, l'héritier de tout son empire, dans un hôpital public au bord de l'effondrement. À cet instant précis, son téléphone portable vibra violemment dans sa poche, brisant la transe absolue dans laquelle il se trouvait. Il le sortit maladroitement. Un message texte de son assistant personnel à Lyon illumina l'écran. « Monsieur Dubois, Fabien vient de vider le compte principal de l'entreprise de construction. Il a pris l'hélicoptère non pas vers Clermont-Ferrand,
mais vers la frontière. Les documents qu'il voulait que Madame Martin signe ne sont pas des propriétés côtières. C'est le transfert de la majorité des actions à son nom. C'est une fraude, monsieur. Henri lut le message 2 fois, les yeux injectés de sang. La douleur fit place à une fureur primitive, froide et calculatrice. Fabien l'avait manipulé il y a 5 ans avec des mensonges sur le diagnostic médical. Il avait forcé le divorce pour l'isoler et tentait maintenant de tout lui voler en le maintenant distrait à la campagne. Mais Fabien avait commis une erreur fatale. Il ne comptait pas sur le fait qu'Henri Dubois allait découvrir le plus grand secret de sa vie dans les couloirs d'une clinique publique. La porte du cabinet commença à s'ouvrir. Juliette sortait lentement, ajustant son pull, sans savoir que l'homme devant elle n'était pas le dirigeant arrogant qui était arrivé à la ferme en exigeant des signatures, mais un père prêt à brûler le monde entier pour protéger sa famille. La tempête ne faisait que commencer. Le contrat et la clinique. La porte du cabinet s'ouvrit avec un grincement métallique qui, pour Henri, résonna comme l'écho d'une guillotine. Juliette sortit dans le couloir de l'hôpital public, ajustant son pull en laine sur son ventre. Son visage reflétait l'épuisement chronique de celle qui lutte seule contre le monde depuis des mois, mais aussi la paix inébranlable d'une mère qui vient d'entendre le cœur de son enfant. Elle ne savait pas qu'à 2 mètres d'elle, l'homme qui lui avait brisé la vie venait de reconstruire la sienne entière avec une seule vérité volée à travers la porte entr'ouverte. Henri était paralysé, appuyé contre le mur à moitié peint d'un émail vert hospitalier qui s'écaillait au coin. Le téléphone dans sa main pesait comme un bloc de plomb. Le message de son assistant concernant la fraude de Fabien clignotait sur l'écran, mais à cet instant, les millions de dollars, les actions et l'entreprise lui importaient comme une figue. Toute son attention, toute son âme était rivée sur le ventre de Juliette. « Il est à moi », répétait une voix gutturale et tremblante dans sa tête. « Cet enfant est à moi. Je ne suis pas brisé. Je ne suis pas stérile. Elle m'a sauvé la vie et je l'ai jetée à la poubelle. »« Qu'est-ce que tu as ?» demanda Juliette, s'arrêtant en remarquant la pâleur cadavérique sur le visage de son ex-mari. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je t'ai dit que l'odeur de formol et de chlore de ces endroits n'était pas pour les estomacs délicats. Allons-y. » Henri déglutit, sentant sa gorge pleine de sable. Il voulait tomber à genoux là, au milieu du couloir bondé de patients, d'infirmières et de brancards roulants. Il voulait s'accrocher à ses jambes, enfouir son visage dans son ventre et lui demander pardon jusqu'à ce que sa voix se dessèche. Il voulait crier au monde qu'il allait être père, mais le message sur son portable était une bombe à retardement. Si Fabien arrivait à Orcival pour voler à Juliette la signature manquante, il ne pouvait pas se permettre de s'effondrer émotionnellement. Pas encore. Il devait être plus intelligent, plus froid et plus impitoyable que l'homme qui lui avait volé 5 ans de bonheur. « Ce n'est rien », réussit à articuler Henri, rangeant son portable dans la poche intérieure de sa veste d'un mouvement rigide. « J'ai juste reçu de mauvaises nouvelles du bureau, un contretemps. »« Qu'a dit le docteur ? Tu vas bien ? » Le bébé va bien. » La façon dont il prononça « le bébé » eut une vibration étrange, une révérence que Juliette ne manqua pas. Elle le regarda avec méfiance, fronçant légèrement les sourcils. « Nous allons bien. J'ai juste besoin d'un repos absolu, ce qui est impossible quand un millionnaire me harcèle dans ma propre maison pour que je signe des papiers que je ne comprends même pas tout à fait, » répondit-elle, sur la défensive, commençant à marcher lentement vers la salle d'attente. Tante Léonie les intercepta au milieu du couloir, rangeant son chapelet en bois à la hâte. « Loué soit le Seigneur des merveilles, ils sont enfin sortis !» s'exclama la vieille femme en se signant. « Je commençais à croire qu'il t'avait gardé, ma fille. Sortons de ce purgatoire qui sent le pain, on entre ici pour un rhume et on en ressort avec un certificat de décès. Et vous, monsieur le crâneur, arrêtez de faire la tête comme si vos chaussures vous serraient et aidez-moi à porter le sac de la petite. À quoi bon tant de muscles de salle de sport ?» Le trajet de retour à la ferme d'Orcival fut un supplice de silence et de tension. Le luxueux 4x4 blindé avançait, dévorant les kilomètres de chemin de terre, soulevant des nuages de poussière dorée sous le soleil de midi. Sur le siège arrière, tante Léonie ronflait paisiblement, vaincue par la fatigue de l'aube et bercée par l'air conditionné 4 zones. Sur le siège passager, Juliette regardait par la fenêtre, une main posée protectrice sur son ventre. Henri, agrippé au volant, ne cessait de la regarder du coin de l'œil. Chaque trait de son visage, chaque soupir qu'elle poussait, le frappait avec la force d'une massue. Il commença à faire le lien mentalement avec la vitesse d'un ordinateur, traitant des données cryptées. Le diagnostic d'oligospermie sévère à la clinique privée de Neuilly-sur-Seine, il y a 5 ans. Le docteur qui lui avait annoncé la nouvelle était un ami de golf de Fabien. L'insistance maladive de Fabien pour qu'il ne cherche pas un deuxième avis et qu'il procède au divorce express pour éviter à Juliette la douleur d'un mariage fané. Et le détail le plus macabre de tous, la fiducie d'entreprise de la famille Dubois, rédigée par le grand-père d'Henri, stipulait clairement
que si l'héritier principal n'avait pas de descendance biologique avant l'âge de 40 ans, les actions de contrôle passeraient au conseil d'administration, dont Fabien était le président exécutif. Fabien avait tout planifié. Il lui avait inventé une fausse stérilité pour détruire son mariage, s'assurer qu'il n'y aurait pas d'héritier et s'approprier l'empire de la construction. Mais ce maudit imbécile ne comptait pas sur la force de l'amour maternel. Il ne comptait pas sur le fait que Juliette, trahie et abandonnée à la rue, utiliserait ses dernières économies pour falsifier la signature d'Henri et récupérer les embryons congelés que la clinique était sur le point d'incinérer sur ordre de Fabien. Elle avait incubé le miracle dans le secret absolu de la pauvreté. Le portable d'Henri vibra de nouveau. Un autre message de son assistant. « Confirmé, monsieur. L'hélicoptère a atterri à Saint-Étienne. Fabien est en route par la route vers la ferme. Les documents qu'il apporte ne sont pas des propriétés, c'est la cession absolue des droits matrimoniaux de votre ex-femme. Si elle signe, Fabien obtient le contrôle des comptes offshore intouchables qui étaient à son nom pendant le mariage. » Henri appuya sur l'accélérateur. Le moteur rugit, secouant les passagers. « Hé, ralentis un peu !» se plaignit Juliette, s'accrochant à la poignée de la porte, alarmée par la vitesse. « Tu as une femme enceinte à bord. Tu n'es pas sur une piste de course. Quelle mouche t'a piqué? Nous devons arriver vite, » dit Henri, la mâchoire si serrée que les muscles de son visage semblaient sculptés dans la pierre. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, Juliette. Quelque chose à propos de Fabien et des papiers qu'il veut que tu signes. Qu'est-ce que Fabien a à voir là, dedans? Il m'a toujours détesté. Il a été le premier à te monter la tête quand les médecins t'ont dit que... » Juliette s'arrêta, se mordant la lèvre inférieure. Elle ne voulait pas rouvrir cette blessure. Pas maintenant, alors qu'elle sentait qu'elle commençait à peine à cicatriser. « Quand ils m'ont dit que j'étais stérile, » compléta Henri, sa voix semblant étrangement calme, un calme qui précède les ouragans. « Ce diagnostic était faux, Juliette. Fabien a payé pour ses résultats. Il voulait te mettre hors jeu et s'assurer que je n'aurais pas d'héritier pour voler l'entreprise. Je viens de l'apprendre. » Juliette se tourna brusquement vers lui, les yeux écarquillés. Le choc initial fit place à une confusion absolue, puis à une suspicion défensive. « De quoi parles-tu? C'est de la folie. Les médecins de ta clinique privée l'ont confirmé. » C'étaient les médecins de Fabien, à sa solde, ces gens. Henri la regarda directement dans les yeux pendant une seconde, et, dans ce regard, Juliette vit l'homme dont elle était tombée amoureuse, sans masque d'arrogance, juste de la vulnérabilité et une rage brute. « Je sais ce que tu as fait, Juliette. Je t'ai entendu à l'hôpital parler au docteur de l'hôpital public. Je sais pour les embryons. Je sais pour le sauvetage à la clinique avant qu'ils ne détruisent le matériel biologique. Je sais que l'enfant que tu portes est mon fils, notre fils. » Le temps se figea dans l'habitacle. Juliette cessa de respirer. Tante Léonie continua de ronfler, inconsciente de l'explosion nucléaire qui venait de détonner sur le siège avant. Juliette pâlit tellement que les taches de rousseur sur son nez ressortirent comme des taches d'encre. Elle se recroquevilla instinctivement sur le siège, s'éloignant de lui autant que la ceinture de sécurité le permettait, couvrant son ventre de ses deux bras, comme si Henri allait le lui arracher là même. « C'est un mensonge !» cria-t-elle, la voix déchirée par la panique de voir son plus grand secret découvert. « C'est un mensonge. Tu as mal entendu. N'ose rien réclamer maintenant. Tu m'as jeté à la rue. Tu as dit que j'étais un obstacle, que je te rappelais ton échec en tant qu'homme. Tu n'as aucun droit sur lui. Je ne te réclame rien, mon amour. Pour l'amour de Dieu, écoute-moi. » Henri freina brusquement le 4x4 sur le côté du chemin de terre, soulevant un rideau de poussière qui enveloppa le véhicule. Il coupa le moteur et se tourna vers elle, les yeux noyés de larmes, se souciant peu que son armure de fer se brise devant elle. « J'ai été un imbécile. J'ai été l'homme le plus aveugle, stupide et manipulable de ce monde. Je croyais te libérer d'une vie misérable à mes côtés, et la seule chose que j'ai faite, c'est de te pousser en enfer. Pardonne-moi, Juliette, je t'en supplie, pardonne-moi. » Juliette pleurait, tremblant de manière incontrôlable. Le mur de protection qu'elle avait construit pendant 5 ans venait de s'effondrer sous le poids de la vérité et du mot « mon amour ». Elle voulait le frapper, elle voulait l'embrasser, elle voulait s'enfuir. Tante Léonie se réveilla en sursaut à cause du freinage brutal, essuyant un filet de bave de son menton. « Oh, ma sainte mère, nous avons heurté un âne, ou pourquoi tant de pleurs ?» demanda la vieille femme désorientée. Henri ignora Léonie, tendit une main tremblante et, avec une lenteur respectueuse, la posa sur les mains de Juliette, qui protégeait encore son ventre. Elle ne la retira pas. La chaleur de la paume d'Henri traversa la laine du pull. À ce moment, le bébé donna un coup de pied si fort qu'ils le sentirent tous les deux. Ce fut une connexion électrique, une revendication de sang qui referma une blessure de 5 ans en une fraction de seconde. Mais la rédemption devrait attendre. Le son d'un moteur puissant rompit le silence de la campagne. Dans le rétroviseur,
Henri vit s'approcher un 4x4 Mercedes-Benz noir aux vitres teintées, soulevant de la poussière à grande vitesse. Le véhicule les dépassa par la gauche, les frôlant presque, et continua sa course à toute vitesse vers la ferme de Madame Thérèse, qui se trouvait à seulement 2 kilomètres de là. Le visage d'Henri passa de la tendresse à la froideur homicide en un clin d'œil. « C'est Fabien », dit Henri en redémarrant le moteur, le sang lui bouillonnant dans les veines. « Il est venu personnellement pour ta signature. Il est venu te prendre le peu qui te reste pour me laisser à la rue et notre enfant sans patrimoine. »« Henri, que allons-nous faire ?» demanda Juliette. Et pour la première fois depuis des années, sa voix ne sonnait pas comme un défi, mais comme un travail d'équipe. Elle avait inclus le mot « allons ». Henri embraya et appuya à fond sur l'accélérateur, poursuivant le sillage de poussière du traître. « Nous allons montrer à cet enfoiré ce qui se passe quand on s'en prend à la famille d'un Dubois, répondit-il avec une obscurité dans la voix qui fit frissonner Juliette. « Tante Léonie, tenez-vous bien et préparez le chapelet, car l'heure de la vengeance vient de sonner pour cet enfoiré. » Contraction et mensonge. Quand Henri réussit à garer son 4S4 devant la maison en pierre, la Mercedes noire de Fabien était déjà traversée au milieu de la cour de terre, bloquant l'accès au puits d'eau comme un prédateur marquant son territoire. Les poules couraient affolées, caquetant devant l'invasion soudaine. La porte de la maison était ouverte en grand. Henri sauta du véhicule avant qu'il ne s'arrête complètement. Juliette descendit avec plus de difficulté, suivie de près par une tante Léonie qui grommelait des malédictions et ajustait son tablier comme s'il s'agissait d'un gilet pare-balles. En entrant dans la maison, la scène qu'ils découvrirent glaça le sang d'Henri, puis le fit bouillir à 1000 degrés. Au milieu du modeste salon, qui sentait l'encens et les galettes fraîchement préparées, se trouvait Fabien Leclerc. Il portait un costume de créateur italien gris perle qui contrastait grotesquement avec les murs de pierre et les meubles rustiques. Son visage, habituellement soigné et cynique, était contracté dans une grimace de désespoir et d'arrogance. Devant lui, assise dans son fauteuil à bascule avec une dignité inébranlable, se trouvait Madame Thérèse. L'avocat tenait une mallette en cuir noir et un stylo plume qui brillait à la lumière de midi. « Écoutez, madame, ne faites pas l'ignorante », disait Fabien, élevant la voix avec mépris, frappant les papiers du revers de la main. « Votre petite fille me doit ses signatures depuis 5 ans. Cet accord de divorce n'a pas été correctement clôturé. Et si Juliette ne met pas son nom sur cette ligne dans les 10 prochaines minutes, je vous jure par Dieu que je ferai exécuter dès demain l'hypothèque en retard que la banque a sur cette porcherie. Je vous laisserai dormir dans la rue avec votre bâtard. Éloigne-toi d'elle, espèce d'ordure. » Le rugissement d'Henri fit vibrer les vitres des petites fenêtres. Fabien se tourna, surpris par l'irruption, mais sa surprise ne dura qu'une seconde avant que son sourire suffisant habituel ne s'installe sur son visage. « Ah, le héros tragique arrive enfin », se moqua Fabien en ajustant les poignets de sa chemise. « Heureux que tu sois là, mon ami. Je pensais que ton sentimentalisme bon marché t'aurait retenu à l'hôpital toute la journée. J'étais en train d'expliquer à la grand-mère ici présente que les affaires sont les affaires. Convainc ton ex-femme de signer et partons de ce trou. J'ai un vol à prendre et les investisseurs m'attendent. » Juliette avança, s'interposant entre sa grand-mère et l'avocat, les yeux brûlants de rage. « Je ne signerai rien de toi, Fabien. Henri vient de tout me raconter. Tu es un voleur et un menteur. Tu as ruiné notre mariage. » Le sourire de Fabien vacilla une fraction de seconde, mais son narcissisme ne lui permettait pas de reculer. Il laissa échapper un rire sec, regardant Henri avec condescendance. « De quoi parle cette hystérique, Henri? Tu es déjà allé pleurer avec l'histoire que je suis le méchant pour qu'elle te pardonne de l'avoir jeté à la rue pour cause de stérilité? S'il te plaît, mon ami, ne tombe pas dans son jeu de pitié. Regarde-la bien. Elle est sur le point d'accoucher de l'enfant d'un autre crétin. C'est une traînée qui ne veut que te soutirer de l'argent. Signe les papiers, Henri, avant que je ne te prenne cette terre morte et les vaches maigres que vous avez dehors. » Le niveau de stress et d'adrénaline fut trop élevé pour le corps épuisé de Juliette. Les paroles empoisonnées de Fabien, combinées à la révélation sur le chemin et à la chaleur suffocante, firent leur effet. Juliette laissa échapper un halètement étouffé, portant ses 2 mains à son ventre proéminent. Son visage se défigura par une douleur aiguë et soudaine. Ses genoux fléchirent et elle se serait effondrée sur le carrelage cassé si Henri n'avait pas été là pour la soutenir. « gémit Juliette, serrant les yeux avec force, respirant par A, coup. « J'ai mal, Henri, j'ai très mal. »« Juliette, calme-toi, respire. » Henri l'aida à s'allonger sur un petit canapé, recouvert d'une couverture colorée, le cœur battant à tout rompre. Le diagnostic du médecin de l'hôpital public, concernant un accouchement prématuré dû à la prééclampsie, lui traversa l'esprit. Il regarda Fabien avec une haine pure et assassine. « Regarde ce que tu as fait, malheureux. Appelle une ambulance, vite. » Fabien resta immobile, observant la scène avec dégoût, agrippé à sa mallette. « Une ambulance, s'il vous plaît, c'est du pur comédie. Les femmes de la campagne accouchent dans les fourrés. »
Ne te laisse pas manipuler, Henri. Qu'elle signe d'abord et ensuite qu'elle crie tout ce qu'elle veut. Signe, Juliette. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Mais la punition divine ne vint pas des mains d'Henri, mais de l'arrière. Qui sème le vent récolte la tempête. Espèce de vermine, résonna le cri de guerre de tante Léonie. Personne ne l'avait vu aller dans la cour arrière. La vieille femme fit irruption dans le salon, portant un seau en plastique rempli d'eau noire, savonneuse et malodorante, résultat d'avoir nettoyé les enclos des cochons le matin. Avec un élan qui défiait son âge et son arthrite, Léonie lança tout le contenu du seau directement sur Fabien. L'eau sale trempa son costume gris-perle, ruina sa coiffure gominée et s'écoula sur son visage jusqu'à tremper complètement ses chaussures en cuir italien à 1 000 €. L'impact fut si surprenant que Fabien lâcha sa mallette, laissant les documents légaux flotter dans la flaque de boue et de fumier qui recouvrait maintenant le sol. « Sorcière, qu'est-ce que tu as » cria Fabien, crachant de l'eau sale, secouant ses mains avec dégoût et horreur, perdant toute sa contenance de dirigeant d'élite. « Mes chaussures, tu viens de me ruiner un costume sur mesure, vieille folle. Le loup change de poil, non de naturel, » sentencia Léonie, se plantant devant lui, avec le seau vide, comme un bouclier. « Et remercie la Sainte Vierge que je ne t'ai pas jeté l'eau bouillante des poulets. Monsieur le faux noble, foutez le camp de ma maison avant que je ne lâche les chiens. » L'humiliation de Fabien provoqua un rire involontaire et rauque chez Madame Thérèse. Même Juliette, au milieu de la douleur de la contraction, laissa échapper un petit sourire de soulagement en voyant le tout-puissant avocat d'affaires sentant la porcherie. L'atmosphère tendue se fractura, donnant à Henri l'espace dont il avait besoin pour agir. Fabien, aveuglé par la colère, leva la main d'un geste violent vers tante Léonie. « Je vais te mettre en prison, paysanne misérable, toi et toute ta descendance d'eux. » Il ne put finir la phrase. La main d'Henri se referma autour du cou de Fabien comme une pince d'acier. Il le souleva en l'air, l'arrachant du sol, faisant gratter inutilement ses chaussures trempées de boue sur les carreaux. Henri projeta son associé contre le mur en pierre avec une telle force qu'un tableau de la scène tomba au sol, brisant son verre. « Ne la touche pas, personne de cette famille. Tu ne la touches plus, ou je te jure sur la vie de mon fils que je te brise le cou, » murmura Henri d'une voix si basse et menaçante qu'elle glaçait le sang. Ses yeux étaient à quelques centimètres de ceux de Fabien, qui haletait maintenant, cherchant de l'air, la terreur peinte sur son visage. « Henri, mon ami, » réussit à balbutier Fabien, s'accrochant inutilement au poignet d'Henri qui l'étouffait. « Tu commets une erreur. Elle t'a trompé. Je sais pour l'argent, Fabien. Je sais que tu as vidé les comptes principaux de l'entreprise de construction ce matin. » La révélation frappa Fabien plus fort que l'eau sale. Ses pupilles se dilatèrent de panique. « Et je sais que tu as payé pour qu'il falsifie mes études de fertilité il y a 5 ans. Tout ce temps, tu as cru être le plus intelligent de la table, tirant les ficelles pour t'emparer de mon héritage. Mais tu as commis une erreur stupide. Tu as sous-estimé la femme que j'aime. » Henri desserra légèrement son étreinte, juste assez pour que Fabien puisse entendre sa condamnation. « Le bébé qu'elle attend est le mien, c'est mon sang, c'est l'héritier universel de tout le groupe Dubois. Ces papiers que tu voulais qu'elle signe ne valent plus même la boue sur tes chaussures, car je vais invalider le divorce pour fraude. Je viens d'envoyer mes avocats bloquer la fiducie et geler tes comptes pour détournement de fonds. Tu es mort, Fabien, financièrement et légalement, tu n'es rien. » D'une dernière poussée de mépris, Henri projeta Fabien vers la porte de sortie. L'avocat trébucha et tomba à genoux dans la poussière de la cour, humilié, vaincu, entouré par les poules qui picoraient près de ses chaussures ruinées. « Dégage de mes terres !» rugit Henri depuis le seuil. « Et si tu t'approches à nouveau à moins de 100 kilomètres de ma femme, de mon fils ou de cette famille, je te jure qu'il n'y aura aucun endroit au monde où tu pourras te cacher. » Fabien ne dit pas un mot. La terreur et la confirmation qu'il avait perdu tout son empire de mensonges le firent ramper maladroitement vers son 4x4. Il démarra le moteur et s'enfuit éperdu, laissant derrière lui ses documents tachés de boue et sa dignité brisée. Henri ne resta pas pour voir la poussière du véhicule disparaître. Il retourna immédiatement à l'intérieur de la maison, tombant à genoux devant le canapé où Juliette était toujours allongée, respirant difficilement. Ses mains fortes et tremblantes prirent le visage d'elle, avec une tendresse désespérée. « C'est fini, Juliette. Il est parti. Personne ne te fera de mal. Je te le jure sur ma vie, » lui murmura-t-il, essuyant la sueur de son front avec le poignet de sa chemise de lin. « Dis-moi, comment te sens-tu? C'est le bébé? J'appelle le docteur du village. » Juliette ferma les yeux, se concentrant sur son propre corps. La tension homicide s'était dissipée de l'atmosphère, remplacée par l'odeur de savon sale de Léonie et le silence chaleureux de la campagne. Peu à peu, sa respiration se normalisa. Elle posa sa main sur celle d'Henri, qui berçait toujours sa joue. Le contact rugueux d'elle rencontra la douceur de la peau de lui. « Ça se calme » murmura-t-elle, ouvrant les yeux qui brillaient maintenant de larmes de soulagement, pas de douleur. «
Je crois que c'était de fausses contractions. À cause du stress, le docteur m'avait prévenu que cela pouvait arriver si je m'agitais. Le bébé a juste eu peur. Et moi aussi. Henri laissa échapper un soupir si profond qu'il sembla libérer le poids de 5 ans de souffrance. Il appuya son front contre le sien, fermant les yeux, se permettant d'être vulnérable pour la première fois de toute sa vie d'adulte. « Tu ne seras plus jamais seule, Juliette. Plus jamais ?» lui promit-il, la voix brisée par les sanglots contenus. « J'ai été un imbécile aveugle. J'ai échoué quand tu avais le plus besoin de moi. Et toi, malgré toute la douleur que je t'ai causée, tu as sauvé notre fils, tu as sauvé notre famille. Je ne sais pas si toute ma vie suffira pour que tu me pardonnes, mais je te jure que je vais essayer tous les jours. » Juliette le regarda. Sur le visage d'Henri n'était plus le magnat impitoyable de Lyon, qui était descendu du 4x4 la veille, exigeant des signatures et lançant des insultes. Devant elle se tenait l'homme dont elle était tombée amoureuse, l'homme qui venait d'affronter ses propres démons pour la protéger. Une petite graine d'espoir, verte et fragile comme les tiges de maïs de sa ferme, commença à germer dans sa poitrine blessée. Mais avant qu'elle ne puisse lui répondre, un fort craquement de bois et un halètement alarmant interrompirent la bulle d'intimité. Madame Thérèse, qui s'était levée pour s'approcher du couple, laissa tomber sa canne au sol. La vieille femme porta les mains à sa poitrine, le visage contracté par une grimace de douleur foudroyante. « Grand-mère !» cria Juliette en essayant de se lever inutilement du canapé, tandis qu'Henri tournait la tête, réalisant que la véritable crise de cette journée n'était pas terminée. En fait, elle ne faisait que commencer. L'effondrement, le bruit de la canne en bois sculpté frappant le carrelage cassé, fut le prélude au chaos. Madame Thérèse, la matriarche inébranlable qui avait soutenu les fondations de cette famille pendant des décennies, s'effondra comme un arbre centenaire qui cède finalement sous le poids du temps et des tempêtes. Ses mains noueuses, habituées à effeuiller le maïs et à soigner les blessures avec des remèdes anciens, s'agrippèrent à sa propre poitrine, froissant le tissu de sa robe grise, tandis que ses lèvres cherchaient un air qui refusait soudain d'entrer dans ses poumons. « Grand-mère !» Le cri de Juliette déchira le silence dense qu'avait laissé la fuite de Fabien. Juliette tenta de se lever du petit canapé, ignorant la crampe résiduelle dans son propre ventre, mais ses jambes, tremblantes à cause du stress extrême des dernières minutes, ne lui répondirent pas. Elle tomba à genoux sur le tapis usé, rampant vers la vieille femme avec un désespoir pur et primitif. Henri ne resta pas figé. L'instinct protecteur qui avait été enfoui sous des couches de superbe corporative pendant 5 ans explosa en lui avec la force d'un volcan. En 2 enjambées, il traversa le petit salon en pierre, s'agenouilla à côté de Madame Thérèse, écartant avec délicatesse, mais avec fermeté, une Juliette qui pleurait de manière incontrôlable. « Tante Léonie, vite, apportez les clés du 4x4. Elles sont sur la table », ordonna Henri, sa voix de commandement résonnant avec une autorité qui n'admettait pas de réplique, mais qui cette fois ne cherchait pas à dominer, mais à sauver. « Juliette, respire. Regarde-moi dans les yeux. Ne t'agite pas davantage ou tu vas provoquer l'accouchement ici même. Je m'occupe d'elle. Je te jure que je m'en occupe. » Léonie, pour la première fois depuis qu'Henri avait mis les pieds à Orcival, ne lâcha ni proverbe ni plainte. La terreur avait effacé toute trace de sarcasme de son visage ridé. Avec une agilité qui démentait son âge, elle courut chercher les clés et ouvrit la porte principale en grand. Henri passa ses bras forts sous les genoux et les épaules de Madame Thérèse. Il la souleva avec un soin respectueux, sentant à quel point elle était fragile, comme un oiseau blessé. Sa respiration était un sifflement superficiel et sa peau, tannée par le soleil auvergnat, avait pris un ton cendré alarmant. « Tenez bon, Madame Thérèse, s'il vous plaît. Tenez bon », murmurait Henri tandis qu'il la portait vers la lumière aveuglante de la cour, sentant le poids de la culpabilité. « Ne partez pas maintenant. Non, quand je suis seulement en train d'apprendre à être un vrai homme. » Il installa la vieille femme sur le large siège arrière du 4x4 blindé. Léonie monta immédiatement, tenant la tête de sa sœur sur ses genoux, priant un Ave Maria à une vitesse vertigineuse. Juliette, s'appuyant sur l'encadrement de la porte, avança avec difficulté. Henri courut vers elle, la prit par la taille et l'aida à monter sur le siège passager. Il n'y eut pas de discussion sur le choix de l'hôpital. L'hôpital public était exclu pour une urgence cardiaque d'une telle ampleur. Henri accéléra à fond, soulevant un immense nuage de poussière, prenant la route vers l'hôpital privé le plus avancé de la ville de Clermont-Ferrand. Le trajet de 40 minutes parut une éternité passée dans le purgatoire. Le moteur du 4x4 rugissait, dévorant l'asphalte tandis qu'Henri manœuvrait entre les camions de marchandises avec une précision millimétrique, les phalanges blanches agrippées au volant. L'air conditionné refroidissait l'habitacle, mais une sueur froide baignait le front de tous. Sur le siège arrière, les murmures de tante Léonie se mêlaient à la respiration saccadée de Madame Thérèse. Juliette, à ses côtés, gardait une main sur son ventre gonflé
et l'autre agrippé au tableau de bord, pleurant en silence. « Ne pars pas, grand-mère, s'il te plaît, ne me laisse pas seule, » murmura Juliette, ses larmes tombant lourdement sur sa robe de grossesse. « Nous y sommes presque. Tiens bon. » Henri la regarda du coin de l'œil. Il vit la terreur absolue sur son profil illuminé par le soleil de l'après-midi. La solitude de cette femme, la femme qu'il avait juré de protéger à l'hôtel, lui brisa l'âme en 1000 morceaux. Elle avait affronté la pauvreté, l'humiliation, la grossesse cachée, et maintenant la mort possible de son pilier émotionnel. Tout cela sans rien demander à personne. La honte d'Henri était si profonde qu'il pouvait à peine respirer. En arrivant à l'aire d'urgence de l'hôpital, les portes automatiques s'ouvrirent et une équipe médicale, alertée auparavant par un appel qu'Henri avait passé en chemin, courut avec une civière. Ils installèrent Madame Thérèse en quelques secondes. Les lumières rouges et bleues des sirènes à l'extérieur clignotaient, peignant le visage pâle de Juliette, tandis qu'elle voyait disparaître sa grand-mère derrière les portes battantes de la zone de choc. Léonie, épuisée et tremblante, s'effondra sur l'une des chaises rembourrées de la salle d'attente. Henri s'approcha de la réception, remit sa carte de crédit platine, sans même demander le coût, et ordonna que le meilleur cardiologue de la région soit mis à disposition. Quand il se retourna finalement, il vit Juliette debout devant les grandes baies vitrées, regardant sans voir le trafic de la ville. Henri marcha vers elle. L'hôpital, avec ses murs blancs et son silence aseptisé, était le cadre parfait pour la confrontation finale que tous deux avaient repoussée pendant une demi-décennie. Il s'arrêta à 1 mètre de distance, il n'osa pas la toucher. « Ils sont avec elle », dit Henri d'une voix rauque et grave. « Le docteur Martin est le meilleur, il a tout à sa disposition. Je ne lésinerai pas un seul centime, Juliette. Je te le promets. » Juliette ne se retourna pas immédiatement. Plusieurs secondes s'écoulèrent pendant lesquelles le seul son fut le vrombissement de l'air conditionné. Quand elle se tourna finalement pour le regarder, ses yeux noisettes n'avaient pas de rage, mais une fatigue existentielle qui blessa plus que toute insulte. « Il ne s'agit pas d'argent, Henri, » dit-elle avec un calme effrayant. « Tu continues de croire que ton carnet de chèques est une baguette magique qui efface le passé. Tu crois qu'en payant le meilleur cardiologue, tu expies la culpabilité de m'avoir laissé à mon sort ? Non, je ne crois pas cela. » Henri baissa le regard, ravalant l'orgueil corporatif qui avait dicté toute sa vie. Il s'approcha d'un pas, franchissant la ligne de sécurité invisible. « Juliette, aujourd'hui, devant le cabinet de cette clinique publique, toute ma vie s'est effondrée. Tout ce que je croyais être, tout ce que Fabien m'a fait croire que j'étais, un mensonge. Mais le pire mensonge, je me le suis raconté à moi-même. J'ai décidé de douter de toi. J'ai laissé mon ego de mal blessé m'aveugler devant la femme la plus loyale que j'ai connue. » Juliette laissa échapper un soupir tremblant et s'enlaça, sentant que la carapace qu'il avait protégée à la campagne commençait à se fissurer. « Sais-tu ce qui a été le pire ce jour-là à la clinique il y a 5 ans ?» demanda-t-elle, remontant mentalement à son moment le plus sombre. Quand le docteur a dit que l'échantillon allait être incinéré parce que M. Dubois avait ordonné la destruction des embryons après le divorce, j'ai senti qu'on m'arrachait le cœur sans anesthésie. Je n'avais pas d'argent, Henri. Tu venais de me chasser de l'appartement avec une valise et 1000 € en poche. J'ai dû vendre jusqu'aux créoles en or que ma grand-mère m'avait offerte pour payer le pot de vin à la secrétaire et falsifier ta signature sur le formulaire de consentement. J'ai risqué d'aller en prison. Je me suis humilié devant des médecins qui me regardaient comme une folle accrochée au passé. Et je l'ai fait parce que dans ces tubes congelés, il y avait notre enfant. Il y avait la seule partie de toi qui était encore bonne. Henri ferma les yeux et une grosse larme chaude et pleine de remords glissa sur sa joue jusqu'à se perdre dans sa barbe parfaitement taillée. C'était la première fois que Juliette le voyait pleurer depuis le jour de leur mariage. « Je ne le savais pas. Mon Dieu, Juliette, je ne le savais pas. Fabien m'a isolé. Il m'a convaincu que tu ne voulais que la fortune de ma famille. Il m'a dit que tu étais parti avec un autre. Je me suis noyé dans le travail pour ne pas sentir le vide de ton absence, pour ne pas penser que mon corps était défectueux. Je croyais te libérer d'un homme à moitié. Tu ne me libérais de rien. » La voix de Juliette monta d'un ton, attirant le regard fugace de quelques infirmières. Tu me tuais à petit feu ces 5 ans à Orcival, travailler la terre sous le soleil brûlant, les mains en sang, compter les pièces pour pouvoir acheter des vitamines prénatales de contrebande, mentir à tout le village sur l'identité du père de mon enfant pour ne pas être jugé. As-tu idée de la solitude que l'on ressent à voir son ventre grossir dans le silence absolu de la nuit, sachant que l'homme que l'on aime vous méprise par un stupide orgueil? Pardonne-moi. La voix d'Henri se brisa complètement. Le tout-puissant magnat de la construction de Lyon, l'homme qui faisait trembler les syndicats et les politiciens, tomba à genoux au milieu de la salle d'attente de l'hôpital. Le bruit sec de ses genoux contre le linoléum poli résonna dans le couloir. « Pardonne-moi, mon amour. Je te jure que je passerai le reste de mes jours à essayer de guérir chaque blessure que je t'ai causée. Fabien paiera avec du sang chacune de tes larmes.
Je vais récupérer les 5 ans qu'ils nous ont volés. Je serai le père que notre enfant mérite. Je t'en supplie, Juliette. Regarde-moi. Je ne suis pas ce monstre. Je suis toujours l'homme qui t'aime. » Le silence qui suivit fut absolu. Même tante Léonie, qui observait la scène de loin, cessa de prier, la bouche entr'ouverte en voyant le millionnaire arrogant humilié par le poids d'un amour véritable. Juliette regarda Henri à genoux. Elle vit ses épaules trembler. Elle vit le désespoir dans ses yeux, et la rage qui l'avait tenu debout si longtemps se dissipa finalement, laissant place à une tristesse profonde, guérissante. Lentement, elle se pencha. Ses mains rugueuses, marquées par le travail des champs, caressèrent le visage d'Henri, essuyant ses larmes. « Lève-toi, Henri. Ici, on ne prie pas les hommes, seulement Dieu, » dit-elle avec une tendresse brisée. « Je t'ai pardonné le jour où j'ai senti le premier coup de pied de notre enfant, parce que j'ai su que la vie est plus grande que notre rancœur. » Henri se leva, entourant la taille de Juliette d'une étreinte désespérée, enfouissant son visage dans son épaule, respirant son parfum. Ce fut des retrouvailles d'âmes brisées qui retrouvaient enfin leur place. Pour la première fois depuis 5 ans, ils étaient chez eux, mais le destin, avec son ironie implacable, avait un dernier rebondissement en réserve. Le soulagement émotionnel extrême, ajouté à l'adrénaline de la fuite, la terreur pour Madame Thérèse et la tension physique accumulée, déclenchèrent un tremblement de terre biologique dans le corps de Juliette. Juste au moment où Henri l'embrassait, elle sentit un craquement sourd à l'intérieur. Une seconde plus tard, un liquide tiède glissa le long de ses jambes, trempant le linoléum immaculé de l'hôpital. Juliette laissa échapper un cri étouffé, s'agrippant à la veste de l'un d'Henri avec une force surhumaine, ses ongles s'enfonçant dans ses bras. Son visage se tordit en un masque de douleur pure et aveugle. « Henri » allaita-t-elle, les yeux exorbités par la panique, sentant que son ventre se durcissait comme une roche sous la force d'une contraction monumentale, cette fois réelle et dévastatrice. « Henri, la poche des os s'est rompue. La poche des os, le bébé arrive. » Tante Léonie sauta de sa chaise comme si elle avait été piquée par un scorpion. « Saint Matthieu et la Sainte Vierge !» cria la vieille femme, agitant les mains en l'air et courant vers le comptoir des infirmières. « Le petit nous échappe. Infirmière, docteur, brancardier, n'importe qui. La crevette qui dort est emportée par le courant et cet enfant nage vite. Vite, ma nièce va accoucher ici même. » Henri la tint fermement, ressentant la panique initiale, mais cette fois, il n'y avait pas de place pour l'erreur ni pour la peur. Il regarda le visage de la femme de sa vie et, avec une résolution d'acier, la porta dans ses bras vers les infirmières qui arrivaient déjà en courant avec un fauteuil roulant. La révélation avait détruit le passé. Maintenant, la vie se frayait un chemin avec violence pour écrire l'avenir. Un miracle à la campagne. Les lumières fluorescentes du plafond défilaient à toute vitesse sur le visage en sueur de Juliette, tandis que les infirmiers poussaient le fauteuil roulant dans les larges couloirs vers la salle d'accouchement. La douleur des contractions arrivait par vagues furieuses, sans lui laisser de répit, lui coupant le souffle et effaçant de son esprit toute pensée autre que le besoin impérieux de pousser. À ses côtés, courant et tenant sa main avec une force inébranlable, se trouvait Henri Dubois. On lui avait jeté une blouse chirurgicale bleue sur son coûteux costume taché de poussière et un bonnet médical couvrait ses cheveux ébouriffés. Ses chaussures de créateur glissaient légèrement sur le sol poli, tandis qu'il essayait de suivre l'urgence. Il n'était pas le magnat qui donnait des ordres à 100 dirigeants. C'était un homme terrorisé et humilié devant la majesté brute de la naissance. « Respire, mon amour, respire avec moi », répétait Henri, collant son front au sien chaque fois que la chaise s'arrêtait une seconde. « Nous y sommes, je ne te lâcherai pas. Je te jure que je ne te lâcherai plus jamais. »« J'ai mal, Henri, j'ai trop mal, c'est trop tôt !» criait Juliette, serrant les dents, des larmes de douleur et de peur lui brouillant la vue. Le diagnostic d'accouchement prématuré résonnait dans sa tête comme une alarme mortelle. Ils firent irruption dans la salle d'accouchement. L'ambiance était un chaos organisé de machines qui bipaient, de moniteurs qui s'allumaient et du son métallique des instruments chirurgicaux. L'obstétricien de garde, un homme au regard calme et au mouvement rapide, évalua la situation en moins de 10 secondes. 8 cm de dilatation. Le stress a tout accéléré. « Juliette, écoutez-moi bien », ordonna le médecin en se positionnant. « Le bébé arrive vite. Vous avez une prééclampsie légère. Il faut donc que ce soit rapide pour éviter que votre tension artérielle ne monte en flèche et ne mette en danger vous deux. Vous allez pousser de toutes vos forces quand je vous le dirai. Monsieur, mettez-vous derrière elle. Soutenez ses épaules. Vous êtes son ancre maintenant. » Le mot « papa » traversa la poitrine d'Henri comme un rayon de lumière pure, foudroyant les derniers vestiges du mensonge de sa stérilité. Il se positionna derrière la tête du lit articulé. Il enveloppa les épaules de Juliette de ses bras, lui permettant de s'appuyer contre sa poitrine. Il sentit la chaleur émanant de son corps, la tension absolue de ses muscles. «
Je suis là, je suis ton ancre, ma belle. C'est toi et moi contre le monde. Comme cela aurait toujours dû être, lui murmura Henri à l'oreille, embrassant sa tempe en sueur. Maintenant, Juliette, pousse fort, indiqua le docteur. Juliette ferma les yeux, serra les poings autour des mains d'Henri et laissa échapper un cri guttural qui venait du plus profond de ses entrailles. C'était le cri d'une mère qui avait lutté pendant 5 ans dans la solitude, qui avait supporté l'humiliation, la pauvreté et le travail épuisant pour protéger la vie qu'elle portait en elle. C'était un cri de guerre, de libération et de triomphe absolu. Henri retenait sa respiration à chaque poussée, lui envoyant toute son énergie, la soutenant quand elle sentait qu'elle allait s'évanouir, lui murmurant des mots d'amour inconditionnels. La douleur était immense. La chambre sentait le sang, la sueur et la vie brute. Encore une fois, Juliette, je vois la tête. Il arrive parfaitement. Pousse, pousse. D'un dernier effort titanesque, déchirant, qui sembla déchirer le tissu même du temps dans la pièce, Juliette poussa de toutes ses forces. Elle sentit le soulagement foudroyant, la pression disparaissant d'un coup, remplacée par le miracle le plus ancien de l'humanité. Et alors le son, un cri aigu, fort et vibrant, emplit la salle d'accouchement. Ce n'était pas un faible gémissement de bébé prématuré, c'était la puissante revendication d'une nouvelle vie exigeant sa place dans le monde. L'obstétricien tint le petit, enveloppé de fluide, et le nettoya rapidement avec une serviette stérilisée. Henri cessa d'y respirer. Ses genoux fléchirent et il serait tombé s'il ne s'était pas accroché au lit. Il regarda l'enfant agité dans les mains du médecin, entendit ses poumons se remplir d'air, vit sa peau rougie et le monde entier cessa d'exister. Tout son empire financier, ses bâtiments de verre à Lyon, son compte bancaire, tout n'était que poussière comparé à la merveille qu'il avait devant les yeux. Son fils, sa chair, son sang vivant. L'univers lui avait rendu ce qu'il croyait perdu à jamais. C'est un garçon fort et en bonne santé, Juliette. Félicitations, maman et papa, dit le docteur en souriant et, d'un mouvement expert, plaça le bébé directement sur la poitrine nue de Juliette, peau contre peau. Juliette éclata en sanglots incontrôlables de joie, caressant la tête sombre du bébé de ses mains tremblantes. Le nouveau-né reconnut le battement du cœur qu'il avait bercé pendant 8 mois dans les champs d'Orcival, et ses pleurs se transformèrent en un murmure tranquille. « Henri », murmura Juliette en le regardant, les yeux embués. « Regarde ton fils, regarde-le, il te ressemble tellement. » Henri contourna le lit, les mains tremblant tellement qu'il pouvait à peine les contrôler. Il tendit un doigt, et le nouveau-né, par pur instinct, serra sa petite main autour de l'index de son père. La prise fut étonnamment ferme. Dans ce contact, la blessure suppurante de l'ego d'Henri, le mensonge de son infériorité imposée par Fabien, se referma pour toujours, cicatrisant avec la force de l'amour pur. Il tomba à genoux à côté du lit, embrassant le front de Juliette puis la petite tête de son fils, pleurant sans retenue, purifié par la grâce d'une seconde chance. Les heures suivantes s'écoulèrent dans un brouillard de rédemption pendant que Juliette se reposait dans une luxueuse suite de récupération qu'Henri avait fait préparer. Les bonnes nouvelles arrivèrent en cascade. Le cardiologue vint informer que Madame Thérèse avait survécu à l'infarctus aigu, l'intervention rapide avait évité des dommages majeurs et la vieille femme, forte comme le chêne de la campagne française, se réveillerait dans quelques heures. Simultanément, le monde de mensonges de l'antagoniste s'effondrait avec la même rapidité. Dans le couloir, Henri reçut l'appel de son équipe légale de Lyon. Les mandats d'arrêt pour fraude d'entreprise et falsification de documents médicaux avaient été émis. Fabien Leclerc avait été arrêté sur la route, essayant de fuir vers la frontière, ses comptes gelés et sa réputation détruite. La justice, bien que tardive, était arrivée d'une main de fer. Quelques jours plus tard, le soleil du matin éclairait la chambre d'hôpital. Juliette était assise sur le lit, allaitant le petit Mathieu. Ils avaient décidé de l'appeler ainsi, ce qui signifiait cadeau de Dieu. Henri était assis à ses côtés, sans son costume de dirigeant, portant une chemise simple avec des cernes de manque de sommeil, mais l'air plus jeune et plus vivant que durant la dernière décennie. Il dessinait sur un carnet les plans pour construire la clinique communautaire la plus avancée d'Orcival, juste sur les terres adjacentes à la ferme, afin qu'aucune femme ne passe plus jamais par ce que Juliette avait enduré. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, et tante Léonie entra comme un tourbillon, suivie de 2 infirmières qui tentaient inutilement de l'arrêter, parce que ce n'était pas l'heure des visites. Léonie portait un immense panier couvert d'une serviette en tissu brodé, d'où émanait une glorieuse odeur de pain de maïs fraîchement cuit et de gâteaux traditionnels. « Laissez-moi passer, mesdemoiselles. Qui ne dit mot conce. Et si je ne viens pas voir mon petit-neveu, je vais faire une attaque, » annonça Léonie en posant le panier sur la table de nuit. Elle s'approcha du lit, les yeux humides et brillants. Elle regarda le bébé qui dormait paisiblement dans les bras de Juliette, puis regarda Henri. La vieille femme soupira, sortit un mouchoir de son tablier et essuya une larme. « Eh bien, monsieur le crâneur,
Enfin, Monsieur Dubois, corrigea Léonie avec un sourire sincère qui illumina son visage ridé. On dit que l'arbre qui n'est tordu ne redresse jamais son tronc. Mais en voyant ce beau poupon que Dieu nous a envoyé, et en voyant comment vous avez retroussé vos manches quand les choses se sont gâtées, je crois que vous étiez juste mal planté, mon garçon. Henri sourit, un sourire large, authentique et sans arrogance. Il se leva et, à la surprise de la vieille femme, l'enlaça chaleureusement et fortement. Léonie resta raide une seconde, ne sachant que faire, avant de lui donner 2 claques maladroites dans le dos. « Merci, tante Léonie. Merci de t'être occupée d'elle quand j'étais stupide. Vous avez ma parole que cette famille ne connaîtra plus jamais la faim ni la peur. La ferme reste où elle est, mais nous allons en faire l'affaire familiale la plus prospère d'Auvergne. Madame Thérèse aura son nouveau fauteuil à bascule en acajou pour voir grandir son arrière-petit-fils. Vous avez intérêt, mon petit, répondit Léonie, ajustant son chignon pour dissimuler son émotion, se raclant la gorge. Et sortez le portefeuille. Celui qui a plus de mots à dire obtient plus. Et pour cet enfant, il faut faire un baptême avec un plat typique, des musiciens et des feux d'artifice qu'on entende jusqu'à Lyon. Juliette laissa échapper un rire cristallin, posant sa tête sur l'épaule d'Henri, qui s'était de nouveau assis à ses côtés, passant son bras protecteur autour d'elle, et de Mathieu. Le bébé soupira dans ses rêves, enveloppé dans la chaleur de ses parents. Dehors, par la fenêtre, le ciel bleu d'Auvergne s'ouvrait immense et clair, dissipant les derniers nuages de la tempête. Henri Dubois était arrivé dans ses champs, cherchant la signature d'une ex-femme pour clôturer une affaire. Et au milieu de la poussière, de la boue et de la vérité la plus accablante de son existence, il avait trouvé la seule richesse que l'argent ne pourrait jamais acheter. Le pardon, l'amour invincible d'une mère et la vie même battant dans ses bras. Le passé était enterré et l'avenir, brillant comme le soleil sur les champs de maïs, ne faisait que commencer. La récolte de l'amour. Épilogue. L'odeur du plat mijoté, traditionnel ragoût de poulet aux épices, grillant dans d'énormes casseroles en terre cuite, se mêlait à l'arôme doux de l'encens et de la terre humide, créant une atmosphère épaisse et festive qui recouvrait toute la propriété à Orcival. 1 an exactement s'était écoulé depuis cet après-midi infernal où Henri Dubois était arrivé, soulevant de la poussière avec une enveloppe de divorce sous le bras. Aujourd'hui, la poussière qui se soulevait sur le chemin de terre provenait des 4x4 des voisins, des agriculteurs de la région et des médecins du village qui arrivaient pour célébrer le baptême et le premier anniversaire du petit Mathieu Dubois-Martin. La ferme n'était plus la même, et pourtant son essence était restée intacte. Henri avait tenu chacune de ses promesses. Les dettes qui étouffaient la famille s'étaient évanouies le jour même où Fabien Leclerc fut transféré à la prison de haute sécurité de Lyon, faisant face à une peine de 15 ans pour fraude d'entreprise et falsification de documents. Mais la véritable transformation de la propriété ne résidait pas dans l'argent investi, mais dans la vie qui en jaillissait désormais. Les champs de maïs s'étaient étendus, financés par une fiducie agricole que Juliette administrait d'une main ferme. Et à seulement 2 kilomètres, le bâtiment blanc et moderne de la clinique communautaire Madame Thérèse fonctionnait à pleine capacité, offrant des soins gratuits aux femmes enceintes de la région. Au milieu de la cour, sous une tente ornée de kilomètres de guirlandes de papier découpées aux couleurs vives, tante Léonie était le commandant suprême des opérations. Elle portait une robe fleurie qui, selon elle, la faisait paraître 10 ans plus jeune et agitait les mains en l'air, dirigeant les jeunes hommes qui arrangeaient les chaises pliantes. « Écoutez les garçons, faites attention avec ces tables. Vous ne les mettez pas dans une porcherie », criait Léonie en ajustant un châle de soie sur ses épaules. « Et dites aux musiciens qu'ils s'accordent, celui qui dort se retrouve sans plat mijoté. Et aujourd'hui, je veux qu'ils jouent si fort que les saints descendent prendre un verre avec nous. » Madame Thérèse, assise à l'ombre d'un grand noyer dans son nouveau fauteuil à bascule en acajou sculpté à la main, laissa échapper un doux rire. Son cœur avait guéri, fortifié non seulement par les meilleurs cardiologues que l'argent d'Henri avait pu payer, mais par la médecine infaillible de voir son arrière-petit-fils courir en trébuchant dans la cour. Le petit Mathieu, vêtu d'un petit costume en lin blanc, poursuivait une poule distraite, riant aux éclats avec cette pureté que seuls les enfants aimés possèdent. Henri observait la scène depuis le porche de la maison agrandie. Il ne portait plus de costume de créateur italien, ni sa montre à un demi-million d'euros. Il portait un gant confortable, des bottes de travail, et une chemise en coton léger aux manches retroussées. Son visage avait perdu la dureté glaciale du dirigeant impitoyable. Les lignes de tension autour de sa bouche avaient été remplacées par les rides propres à un homme qui sourit souvent. En voyant Mathieu trébucher et tomber, Henri ne courut pas, alarmé. Il observa l'enfant cligner des yeux, surpris, puis se relever en secouant ses petites mains potelées, prêt à reprendre sa poursuite. La poitrine d'Henri se gonfla d'une fierté si immense qu'elle lui faisait presque mal. Chaque fois qu'il regardait son fils,
le miracle se renouvelait. Il se souvenait des nuits de solitude à Lyon, se croyant un homme défectueux, stérile, incomplet. Et maintenant, son sang, son héritage, courait librement sous le soleil d'Orcival. Des bras fins et chaleureux entourèrent la taille d'Henri par derrière. Juliette appuya son menton sur l'épaule de son mari. Elle portait une robe en coton de couleur crème, avec une discrète broderie bleue, et ses cheveux sombres tombaient en vagues lâches dans son dos. Elle irradiait une paix absolue, celle d'une femme qui avait traversé le feu et en était sortie victorieuse. « Si tu continues à le regarder comme ça, tu vas le user des yeux », murmura Juliette en déposant un baiser sur le cou d'Henri. Henri se retourna et l'enlaça, l'attirant contre sa poitrine. Le contact physique entre eux n'avait plus l'urgence désespérée des retrouvailles. Maintenant, c'était un refuge constant, un foyer sûr construit sur les fondations du pardon absolu. « Je n'arrive toujours pas à y croire, Juliette », répondit Henri, caressant la joue de son épouse, se perdant dans le brun profond de ses yeux. « Il y a un an, j'étais garé là-dehors, mourant de haine à l'intérieur, convaincu que la vie m'avait craché au visage. Et regarde-nous maintenant. Tu m'as donné la famille que j'ai moi-même essayé de détruire. Tu m'as sauvé de moi-même. » Juliette sourit, un sourire chargé de la sagesse ancienne des femmes de sa lignée. Elle leva une main et caressa la barbe d'Henri. « Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, Henri. C'est ta capacité à te repentir. Tout homme de pouvoir peut détruire des choses, peut écraser les autres avec son argent, mais il faut un homme véritable, un homme courageux pour tomber à genoux, demander pardon et repartir de zéro. Tu as reconstruit cette maison, tu as construit cette clinique pour qu'aucune autre femme ne passe par ce que j'ai vécu. L'homme qui m'a brisé le cœur il y a 5 ans n'existe plus. L'homme que j'ai devant moi est le héros de mon fils. » Les mots de Juliette furent un baume définitif pour l'âme d'Henri. Pendant des mois, malgré le bonheur évident, une ombre de culpabilité l'avait poursuivi la nuit. Mais l'entendre prononcer ces mots effaça toute trace d'obscurité. Ils scellèrent le moment d'un baiser profond, lent et plein de promesses, ignorant complètement le chaos festif qui les entourait. « Hé, hé, trop de baisers et pas assez de prières. » La voix retentissante de tante Léonie rompit la bulle romantique, surgissant de nulle part avec un plateau rempli de verres en cristal. « C'est un baptême, pas un feuilleton de vin et un. Séparez-vous un peu, tourtereau. Le père Antoine est arrivé et les parrains attendent à la chapelle du village. Allez, monsieur Dubois, prenez le petit avant qu'il ne salisse son costume blanc. Qui se vêt de jaune en sa beauté se confie. Mais qui se vêt de blanc, gare aux tâches. » Henri laissa échapper un rire franc et résonnant. Il descendit les marches en bois 2 par 2, courut dans la cour et souleva Mathieu en l'air, provoquant un cri de joie chez l'enfant. Il l'installa sur ses larges épaules et revint vers Juliette, lui offrant sa main libre. La cérémonie dans la petite église du village fut intime et profondément émouvante. Lorsque le prêtre versa l'eau bénite sur la tête de Mathieu, Henri et Juliette échangèrent un regard qui contenait 1000 mots non dits. Les larmes roulèrent librement sur les joues de l'homme d'affaires lyonnais. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de rage ou de désespoir, mais d'une gratitude accablante. Devant l'autel, entouré de fleurs blanches et de cierges, la famille Dubois-Martin signa un nouveau pacte avec la vie, un pacte où l'amour maternel avait vaincu les intrigues d'entreprise et l'orgueil de l'argent. Au retour à la ferme, la fête éclata dans toute sa gloire française. L'orchestre folklorique commença à jouer un air entraînant. Les femmes du village servaient des plats fumants de riz et de ragoût, et l'apéritif local coulait de main en main. Madame Thérèse recevait les accolades des voisins depuis son fauteuil à bascule, les yeux brillants de satisfaction en voyant sa famille unie et prospère. En milieu d'après-midi, alors que le soleil commençait à teindre le ciel de tons orangés et violets, Henri demanda la parole. Il prit un microphone connecté à une vieille enceinte. Mathieu dormant paisiblement dans son bras gauche, sa petite tête appuyée contre la poitrine de son père, juste au-dessus de son cœur. Le murmure des invités s'éteignit progressivement. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », commença Henri, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Il y a 1 an, je suis arrivé sur cette terre en croyant que j'étais le maître du monde. Je croyais que mon succès se mesurait en comptes bancaires et en bâtiments de verre, mais cette terre et la femme extraordinaire qui en est née m'ont enseigné la plus grande leçon de ma vie. » Henri regarda Juliette, qui était debout à côté de Madame Thérèse, le regardant avec un amour qui lui coupait le souffle. « Elles m'ont appris que la vraie richesse n'est pas celle que l'on peut garder dans une banque, mais celle que l'on peut tenir dans les bras, » continua-t-il, baissant les yeux vers le visage endormi de Mathieu. « Juliette m'a démontré que l'amour d'une mère est une force capable de défier la science, de vaincre la méchanceté et de faire des miracles au milieu de rien. J'ai perdu 5 ans de ma vie à cause de l'orgueil, mais aujourd'hui, je vous jure que je passerai le reste de mes jours à m'assurer que mon épouse et mon fils ne manquent jamais d'un sourire. Je lève mon verre à la famille, aux secondes chances et à la force inébranlable des femmes françaises. » Les invités éclatèrent en applaudissements assourdissants.
L'orchestre folklorique joua une Diane triomphale. Juliette marcha vers Henri, les larmes de bonheur aux yeux, et l'enlaça, formant un bouclier protecteur autour de son fils endormi. Juste au moment où l'instant semblait avoir atteint son climax émotionnel parfait, tante Léonie arracha le microphone à Henri, provoquant une vague de rire parmi les présents. « Bon, de très belles paroles, monsieur Dubois », s'exclama Léonie, essuyant une larme furtive avant de retrouver sa posture autoritaire. Mais comme on dit, aux grandes gueules, les petites oreilles, non, attendez, ce n'était pas ça. Ah oui, les actions parlent plus fort que les mots. Et la meilleure action de cette journée, c'est que le plat mijoté est en train de refroidir, alors moins de discours et plus de cuillères, ventre plein, cœur content. Et dans cette famille, aujourd'hui nous avons assez de cœur à partager. Le rire général résonna dans toute la vallée d'Orcival. Henri, tenant son fils et entourant la taille de la femme qu'il aimait follement, regarda vers l'horizon où les tiges vertes du maïs se balançaient au vent de l'après-midi. Le passé, avec ses mensonges et sa douleur, était enterré sous cette même terre fertile. La tempête était passée, la récolte de l'amour était arrivée, abondante et éternelle, et pour la première fois de sa vie, Henri Dubois sut qu'il était l'homme le plus riche de l'univers.